J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'étais tombée sur un témoignage d'une femme en ligne qui demandait, j'imagine, conseil aux gens. Et je suis tombée sur ça et ça m'a mis en réflexion. Et la manipulation, des fois, votre partenaire. Quand vous êtes marié avec votre ennemi, il va vous manipuler, vouloir vous faire du mal, atteindre vos proches et le faire passer que c'est vous qui devez vous conformer et vous adapter à sa manipulation. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce témoignage-là, une histoire qui ne parle pas ni d'infidélité, ni de trahison spectaculaire, guys, mais d'un conflit beaucoup plus silencieux. Un conflit entre amour, équité et responsabilité parentale. On va prendre le temps d'analyser le tout ensemble. Parce qu'à la fin, la question est simple. Protéger son enfant, est-ce de l'égoïsme? Donc, surtout en parlant des familles recomposées, ça veut dire que tu étais une femme, tu avais un enfant avant d'être avec ton partenaire actuel et ton partenaire aussi avait un enfant avant d'être avec toi. On dit souvent que le mariage, c'est des compromis. Mais à quel moment le compromis devient-il un renoncement? Et surtout, peut-on appeler sacrifice conjugal le fait de prendre sur l'avenir d'un enfant? Que tu le dois à cet enfant-là, tu dois le protéger et le mettre bien. On y va dessus sans perdre l'instant. It's about everything. On est chez Ladoa. On est dans le talk, Doa Talk. On doit en parler. Déjà, on y va. Une famille recomposée, c'est des règles claires qui doivent être établies. Donc, cette femme, elle raconte. Je suis mariée depuis 6 ans. J'ai un fils de 17 ans d'un premier mariage. Mon mari a une fille de 16 ans de son côté. Donc, chacun, ils ont un enfant. Quand ils se sont installés ensemble, ils ont posé une règle simple. Donc, ils ont déjà établi les règles. Chacun resterait financièrement responsable de son propre enfant pour les dépenses importantes. Donc, si c'est des dépenses générales de famille, ça, on gère toutes, mais les dépenses importantes de chacun des enfants, chacun est responsable de sa facture. Notamment les études. Ils avaient des histoires différentes. Des accords différents avec leur ex-conjoint, des réalités financières différentes. Ce n'était pas un manque d'amour, c'était un cadre. On doit revenir aussi sur le fait de ce témoignage. Cette femme, elle a eu 10 ans de sacrifice silencieux. Donc, depuis que son fils a 10 ans, là son fils a 17 ans, donc depuis qu'il a 10 ans, elle a ouvert un livret d'épargne au nom de son fils. Elle, de son côté, elle a une carrière, elle est infirmière. Donc, pendant 10 ans, pendant 10 années, elle a fait des gardes, elle a fait des heures supplémentaires, elle a fait des nuits entières. Vous imaginez le travail d'une infirmière pour pouvoir accumuler le plus d'argent possible pour le carnet de son fils. Pendant 10 ans. Elle a mis de côté des primes, des majorations, des petits bonus, parfois même des renoncements personnels, c'est-à-dire se faire plaisir. Elle a mis ça pour son fils, pas pour elle. Et le carnet est au nom de son fils, pour lui. Et ça, c'est le devoir d'un bon parent. Aujourd'hui, cette épargne couvre presque entièrement ses frais d'études supérieures. Bravo à elle. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, après 10 ans de sacrifice, de ses privations personnelles, elle peut être fière de dire « Hé, mon fils, tu vas pas avoir besoin d'aller travailler temps partiel, aller chercher des petits boulots de jobbing pendant que tu étudies. Maman était capable de couvrir en grande majorité tes études, donc tu vas pouvoir te concentrer qu'à tes études, mon fils. » Et justement, quand son fils il a été accepté dans l'établissement qu'il visait, donc son fils, vous savez pas, les parents, quand vous mettez ce coussin financier à vos enfants, vous les donnez vous les élevez, vous les montez d'étage, vous les donnez un soulagement. Donc son fils, il peut se concentrer que sur ses notes, ses travaux et tout ça.
Et donc, son fils, il est accepté dans l'établissement supérieur qu'il visait. La mère, elle est dans les bras de son fils, elle est contente, victoire. Donc, Suite est entre les mains de ce fils. Ce n'était pas seulement une admission, c'était la validation de 10 ans d'efforts. Elle est fière d'elle. La demande. Et surprise, une semaine plus tard, son mari, le petit vicieux, le petit cochonnet, lui dit, il faut qu'on parle. Ah bon? De son côté, à ce petit cochonnet, son mari, pardon, sa fille n'a pas été acceptée dans la filière publique qu'elle espérait. Donc, sa fille, comme elle n'a pas pu être au public, les frais sont moins coûteux. Sa fille, elle veut intégrer un établissement privé, mais les frais coûtent plus cher. Et son père, il n'a pas fait autant d'économies pour sa fille parce que c'est un petit cochonnet. Lui n'a pas d'épargne suffisante. Son ex-femme non plus. Alors, il propose ce qu'il appelle une solution familiale. Oui, une solution familiale. Ah oui, tout d'un coup, ça devient la famille. Utiliser une partie de l'épargne du fils de sa femme pour financer les premières années de sa fille. C'est-à-dire que son fils, sa femme est fière de se dire, je me sens soulagée, je viens de retirer un stress à mon fils va pouvoir se concentrer sur ses études supérieures. Mais là, lui, il dit, va dans le compte de ton fils, retire une partie de cet argent que tu t'es sacrifié, je vais le donner à ma fille, la déchet. Désolée, c'est le terme qui me vient en tête, l'injustice de tout ça. Quand vous êtes marié avec votre ennemi, ça qu'arrive. Pour que ma fille, elle, comme elle n'a pas été acceptée au public, moi je comptais la mettre au public, mais ma fille était occupée à aller se faire prendre dans tous les coins. Donc toi, tu vas redescendre ton fils en arrière pour que ma fille puisse intégrer le privé. Et ça, c'est pour les premières années de sa fille. Le choc. Elle pense d'abord qu'il plaisante. C'est comme, pardon, on s'était, dès le départ, mon très cher, mon chéri, je t'aime bien, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais on s'était déjà entendu. Chacun est responsable de sa dette, de ses factures, concernant nos enfants. Et rapidement, elle comprend que ce mari-là, lui, il plaisante pas, il est sérieux. Il ambitionne sur le compte en banque du fils de sa femme. Elle lui répond que cet argent n'appartient pas au couple, qu'elle l'a constitué seule, même pas avec son autre ex-mari là. C'est son argent de ses sacrifices à elle tout seul pendant 10 ans qu'elle a mis pour son fils unique. Il lui répond, mais nous sommes une famille maintenant. Vous dites quand vous êtes avec un ennemi, il va vous culpabiliser. Il n'y a pas ton fils et ma fille. Soudainement, c'est ça. Si tu l'aimes, prouve-le. Ouais. Si tu aimes ma fille, prouve-le. Sacrifie ton fils. La discussion, bien sûr, devient tendue parce que ça ne fait pas sens. Il lui reproche d'agir comme si sa fille était une étrangère. Pourquoi tu ne peux pas sacrifier l'avenir de ton fils pour ma fille, la déchet, ma fille, la dévergondée? La pression morale. Elle rappelle une chose essentielle. Elle n'a jamais demandé un centime pour l'épargne de son fils. Elle n'a jamais rien demandé parce que pour elle, de son côté, elle économisait pour son fils. Elle s'attendait à ce que lui fasse la même chose pour sa fille. Chacun y contribue pour leur enfant, n'est-ce pas? Mais lui, il savait que cet argent existait. Donc, lui, dans sa tête, il n'économisait pas pour sa fille qu'il a faite, avec une autre femme. Mais probablement, il se disait que, je vais aller me servir. Parce que les hommes comme ça sont des manipulateurs. Moi, tu es un homme, tu as un enfant avec une autre femme, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas être responsable des grosses dettes de cet enfant-là. Tu vas être responsable pour cet enfant-là. C'est ton enfant. Il savait qu'il n'était pas destiné à être partagé. Mais lui répond, les circonstances changent. Ah oui? Et puis, la belle-fille, la petite déchette, la fille du cochon, c'est une cochonne. Elle entend une partie de la dispute. Bien sûr, elle va défendre son père. Bien sûr, bien sûr. Le lendemain, après avoir entendu une partie de cette dispute-là entre son père et sa belle-mère, la fille devient froide. Elle a une attitude austère, hostile. Elle dit qu'elle a toujours senti une préférence.
qu'elle ne comprend pas pourquoi on ne peut pas donner un peu, que ce serait plus égal. Donner un peu de quoi, bitch? Oh, désolé, ça m'a tellement énervé cette histoire-là. Je me suis dit, mais c'est divorce direct, ma chère. Bien sûr qu'il y a une préférence, c'est son fils. Ton père, il n'a pas pris de ses responsabilités avec toi. Là, tu veux qu'elle sacrifie son fils pour toi ou qu'elle t'aime plus que son propre fils? Le vrai nœud du problème, elle ne retire rien à personne. Elle n'a empêché personne d'épargner. Pendant qu'elle faisait ce sacrifice, elle se disait, je vais pas mettre de brésilien, des cheveux brésiliens. Je vais pas peut-être me faire plaisir comme je veux. Je vais faire plus d'overtime, plus de temps supplémentaire pour mon fils. Elle a rien dit au monsieur. Et tu devrais penser à faire quelque chose pour ta fille. Lui, il voyait qu'elle économisait pour son fils. Pourquoi il n'a pas eu un déclic d'être inspiré aussi? Elle a simplement anticipé pour son fils. Et c'est ça le rôle d'un parent. Elle protège ce qu'elle a construit. Son mari lui dit, le mariage implique des sacrifices. Ça, c'est le mariage, là, quand il y a des sacrifices, ces hommes-là, ces hommes toxiques-là, ils vont toujours voir que c'est à la femme de faire ces sacrifices. Elle répond, les sacrifices ne peuvent pas se faire sur l'avenir d'un enfant qui n'est responsable d'aucun manque d'anticipation. Depuis une semaine, ils dorment dans des chambres séparées. Pas par haine, mais par principe. Parce qu'elle sait qu'en cédant, elle enverrait à son fils un message dangereux. Que ses efforts peuvent être annulés sous pression affective. Le vrai conflit, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Dans ce témoignage, le mari parle de famille unie, la mère parle d'engagement tenu. Lui dit, nous sommes un seul foyer. Elle pense, je suis d'abord responsable de mon fils. Et là, deux visions de mariage s'affrontent. Le piège du mot famille. Si nous sommes une famille, tout doit être partagé. Maintenant que lui, il n'a pas arrangé ses business pendant 10 ans, et puis il a sa fille, la déchette qui n'est pas acceptée dans ses programmes, mais il veut qu'elle, elle sacrifie son fils, que son fils, maintenant, il vive avec l'anxiété de se dire, ah, laisse tomber maman l'école. Va mettre la petite conne là. Va mettre la déchet de l'enfant de ton mari. Moi, ben, je vais aller travailler au McDo. Je vais aller faire de quoi. Je vais plus exceller, performer. C'est bien beau de penser comme ça. Si nous sommes une famille, tout doit être partagé. C'est beau, mais est-ce toujours juste? Parce qu'une famille recomposée n'efface pas les responsabilités individuelles passées. Le mariage crée une alliance, il n'annule pas les devoirs parentaux antérieurs. Un mariage se construit à deux. Un enfant dépend d'un parent. Ce n'est pas le même niveau de responsabilité. Et oh, ce témoignage m'a tellement chauffé déjà, gaz. Déjà, dans la première analyse, qu'est-ce qu'on constate? Il ne s'agit pas d'amour, là, ici. Il s'agit de responsabilité, ok? Et c'est ça le premier point déjà à mettre en compte. Dans les familles recomposées, l'équité n'est pas toujours l'égalité. Équitable, c'est respecter les engagements initiaux. Égal, ce serait redistribuer ce qui a été construit sans concertation. Le mari parle de solidarité, la mère parle d'anticipation. Les deux parlent d'amour, mais pas du même amour. La question centrale, protéger les parts constituées pour son fils, est-ce être égoïste, être cohérente, être froide ou être responsable? Et on y va avec un terme, la culpabilisation affective. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la demande, c'est la pression. Et la pression, c'est jamais de l'amour. Quelqu'un qui essaie de t'utiliser par la pression affective et puis te faire sentir, mais regarde, tu brises la famille, tu es égoïste, tu n'aimes plus ma fille, hein, et qui joue avec tes émotions, il ne t'aime pas. Avec des phrases utilisées comme « si tu l'aimes, prouve-le »,« nous sommes une famille »,« tu privilégies ton fils face à ma fille ». C'est ce qu'on appelle une culpabilisation affective, la manipulation. On transforme une limite financière en test d'amour. On déplace la discussion. Ce n'est plus comment financer ses études, mais pourquoi refuses-tu d'aimer assez?
Au lieu qu'ils disent d'aller dans le compte épargne au nom de son fils pour sa fille parce que lui s'est pas mis à jour, pourquoi il ne demande pas juste à sa femme, peux-tu me faire un prêt? Le mécanisme psychologique. Quand quelqu'un n'a pas anticipé, il peut inconsciemment chercher à réduire son inconfort. Comment? En redéfinissant le cadre moral. Et c'est ça qu'il fait. Le monsieur, il n'a pas pensé à l'avenir de sa fille. Il a vécu sa vie, sa best life, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Là, maintenant, il arrive que le temps passe, sa fille doit continuer ses études. Et j'ai pas assez d'argent. Et la mère, sa fille, elle a une mère aussi. Les deux n'ont pas économisé pour la fille. Les deux se retrouvent, on n'a pas d'argent. Ah, mais elle économise depuis 10 ans et se sacrifie. On va juste prendre l'argent qu'elle a pris pour son fils et puis on va le donner à l'autre. Au lieu de dire je n'ai pas pu épargner, on dit si tu étais solidaire, tu partagerais. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Cela soulage la culpabilité personnelle en la transférant, en disant le problème là qui devait dire à sa fille, malheureusement chérie, je n'ai pas épargné pour ton futur parce que je pensais pas que tu serais allé à l'école, je pensais pas que tu aurais fait quelque chose de ta vie, donc j'ai pas pensé à économiser pour toi. Mais ma femme à côté, elle, depuis 10 ans, elle économise, c'est au nom de son fils. Je peux pas, maintenant, le compte est même pas à son nom à elle, c'est au nom de son fils. Donc, en effet, si cette femme, elle cède, elle trahit 10 ans d'efforts, elle envoie un message à son fils, elle transforme l'anticipation en variable négociable. Mais si elle refuse, elle fragilise son couple, elle alimente le ressentiment, elle devient celle qui ne partage pas. C'est un dilemme moral pur. On va poser la question frontalement. Pourquoi une mère qui protège l'épargne de son fils devient égoïste soudainement? Mais un père qui n'a pas anticipé ne devient pas irresponsable. Parce que le père, c'est lui qui est irresponsable. Mais pourquoi c'est la mère qui a été responsable, qui a été à son jour, qui a fait ce qu'elle devait comme parent, mais c'est elle qui doit être égoïste. C'est elle qui doit se sacrifier pour l'amour. Pourquoi la solidarité est-elle exigée seulement après coup? Le mariage est un partenariat, pas une assurance rétroactive contre les erreurs passées. Et peut-être que le vrai malaise n'est pas l'argent, mais la culpabilité qu'on essaie de déplacer. L'épargne au nom d'un enfant, à qui appartient-elle vraiment? Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez vos enfants, vous décidez d'être responsable, d'anticiper l'avenir de votre enfant, vous ouvrez un compte en banque au nom de l'enfant, on ne peut pas le déplacer comme on veut, cet argent-là. Même si c'est ton argent que tu as pris, tu as ouvert, tu l'as mis dans un compte de quelqu'un, un autre individu. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. Donc, on va regarder qu'est-ce que la France en dit. En France, si le livret est au nom de l'enfant, exemple, livret A, livret jeune, compte épargne ouvert au nom du mineur, l'argent appartient juridiquement à l'enfant. OK? Même si le parent alimente le compte, le parent a versé 100% des sommes, le parent est administrateur légal des biens du mineur, mais pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'enfant. Peut-on retirer l'argent? Oui, mais uniquement dans l'intérêt de cet enfant, pour des dépenses qui le concernent. Actuellement, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune dépense qui concerne le fils. Est-ce que c'est pour son intérêt? Non. Est-ce que des dépenses le concernent? Non plus. Utiliser cet argent pour financer les études d'un autre enfant, cela pourrait être considéré comme une mauvaise gestion des biens de mineurs. Dans des cas extrêmes, cela peut être contesté. C'est-à-dire que l'enfant pourrait porter plainte contre sa mère et avoir un dédommagement. Dans un mariage, même marié sous régime communautaire, les biens appartenant à un enfant ne font pas partie de la communauté. Le père ne peut pas dire « Ah, ben, là, on est une famille, ben, tu sais, le compte de ton fils, ça appartient à la famille. » Il ne peut pas décider ça. Donc, le conjoint n'a aucun droit dessus. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'au Québec et au Canada, on dit de ça. Donc, si le compte est au nom de l'enfant, même principe général, l'argent appartient à l'enfant. Le parent agit comme administrateur ou tuteur légal. Il doit gérer les fonds dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Peut-on transférer l'argent? Non, pas librement. Utiliser l'épargne d'un enfant pour financer un autre enfant pourrait être considéré comme un manquement aux obligations de gestion,
une utilisation non conforme aux intérêts du titulaire. Aussi simple que ça. Et si l'argent est dans un compte, au nom de la mère, là c'est différent. Donc si c'était là dans l'histoire, elle dit que l'argent était au nom de l'enfant, donc on a compris. Mais si l'argent c'était dans le compte de la mère qu'elle mettait de l'argent pour son enfant, la différence vient que si le compte est au nom de la mère uniquement, sans désignation officielle au nom du fils, alors juridiquement, l'argent lui appartient à la mère. Mais s'il est prouvé qu'il était destiné explicitement à l'enfant, cela peut devenir complexe moralement, mais juridiquement, elle garde le contrôle. Point important. Le mariage ne donne pas automatiquement un droit sur l'épargne d'un enfant d'une précédente union. OK? De la même façon que tu te maries à quelqu'un qui a des enfants, tu ne peux pas avoir, tu n'as pas accès aux épargnes, aux comptes bancaires des enfants d'autrui. Et même chose pour toi. Si toi, tu décides, tu as tes enfants, et puis toi, tu es responsable, tu anticipes, tu veux bien faire les choses pour ton enfant parce que tu te dis qu'un enfant, c'est pas juste une poupée. L'enfant, il est un bébé, éventuellement, il va grandir, tu vas ouvrir un compte en banque à l'enfant pour mettre de l'argent de côté pour l'enfant, pour permettre que l'enfant va avoir un coussin. Ton nouveau partenaire, ton nouveau conjoint ne peut pas venir et puis commencer à dépenser l'argent que dans le compte de l'enfant. Par contre, il y a des exceptions concernant des cas très spécifiques. Ça, c'est régime matrimonial particulier, mélange des fonds, etc. Concernant le mariage. Mais même à ça, c'est vraiment très particulier. Mais eux autres, dans ce que cette femme a fait comme témoignage anonyme, dès le départ, ils avaient déjà été clairs. Ils ont fait 7 ans de mariage ensemble et c'était clair. L'idée était claire. Chacun est responsable des factures de son enfant respectif. Aussi simple que ça. Dans la majorité des cas, l'épargne au nom de l'enfant appartient à l'enfant. Le conjoint n'a aucun droit légal dessus. L'utiliser pour un autre enfant pourrait poser un problème juridique. Donc ici, juridiquement parlant, elle n'a aucune obligation légale de partager. La pression est morale, mais pas légale. Famille recomposée, mariage et argent. Jusqu'où doit aller le sacrifice? Dans ce témoignage, une mère raconte le conflit qui divise son couple. Utiliser l'épargne constituée pour son fils afin de financer les études de sa belle-fille. Nous analysons ici les finances dans les familles recomposées, la responsabilité parentale, sacrifice conjugal, pression affective dans le couple, équité versus égalité entre enfants, conflit, mariage et enfants. Ce débat touche à une réalité fréquente. Quand deux histoires financières se rencontrent, qui doit céder? Dans les commentaires, vous allez pouvoir donner votre avis. Un parent doit-il protéger en priorité son propre enfant? Dans un mariage, on partage beaucoup, mais partage-t-on tout? Peut-on demander à un parent de corriger 10 ans d'anticipation pour compenser 10 ans d'inaction? C'est-à-dire, il y a un parent qui a été responsable, qui a mis de l'argent de côté pour les études de son enfant. Il y a l'autre parent, qui a eu aucune action parce qu'il ne pensait pas que son enfant serait allé à l'école, ça veut dire. C'est ça. L'amour conjugal est un choix. La responsabilité parentale est un devoir. Et parfois, les deux entrent en collision. Alors, je vous laisse la question. À sa place, qu'auriez-vous fait? Le mariage est un choix d'adulte. La parentalité est une responsabilité morale. On peut divorcer, on peut se séparer, on peut reconstruire. Mais on ne peut pas revenir sur 10 ans d'efforts faits pour un enfant. Et peut-être que le vrai amour, ce n'est pas celui qui cède sous pression, c'est celui qui respecte les limites. Donc, ça veut dire que là, il y a chambre séparée, l'autre veut mettre la pression, sa fille aussi, sa belle-fille veut mettre la pression. Pourquoi tu passes ton fils avant moi? Mais ton père, il n'a pas eu d'action pour toi, il ne pensait pas que tu savais lire. Donc maintenant, moi, 10 ans que je me suis sacrifiée, je vais devoir dire à mon fils, désolé fiston, mais l'amour Bangala est plus doux. Le Bangala de Marie est trop plus doux. Fait que finalement,
toutes les économies que j'avais mis pour tes études, pour te mettre à l'aise, ah, tu vas devoir laisser tomber ça, là. Parce que Banga, là, est doux, là. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On va en discuter